Donc, dans le TD1 qu'on travaillait, nous avions donc, hop, le temps que je le ressorte, nous étions donc au cas numéro 4, il me semble. Nous avions traité une partie des questions du cas numéro 4. Et je crois qu'on en était arrivé à la 6 ou à la septième. On va reprendre ça. Je vais réafficher le TD à l'écran. On avait fini la 6 et on allait attaquer la 7. Ok, merci Aude. Voilà, sur notre contrat de travail. Ok, je vais le partager comme je le fais d'habitude à l'écran. Voilà, on va reprendre sur la 7, d'accord? Comme ça, hop, ça nous permet. Donc, Nadège a été cooptée, donc elle a été présentée par son amie dans une prestigieuse enseigne. La responsable l'a convie à un entretien. Pour être sûr de ne pas se tromper sur ses compétences, elle lui fait faire un essai de 4 heures dans le magasin. Pardon. S'agit-il d'une période d'essai? Justifiez votre réponse. Alors, il est relativement courant, et je crois on l'avait déjà évoqué, je pense hier, il est relativement courant que dans certains secteurs d'activité, je pense notamment à la restauration, au moment où vous venez postuler pour un travail, on vous dise, ben voilà, viens faire un essai cet après-midi ou pour le service du midi, et puis on verra si ça correspond. À la suite de cet essai de solution, soit vous correspondez aux attentes de l'employeur et à ce moment-là, il vous fait signer un contrat, CDD ou CDI, peu importe, ou si vous ne correspondez pas, il vous remercie, vous renvoie chez vous et il vient de gagner 4 heures de travail gratuit et puis vous venez de perdre 4 heures de votre temps. Ce genre de pratique est bien sûr tout à fait illégal. Alors même si, comme on se le disait hier, il y a le cadre légal et il y a la vraie vie, et que bien souvent, dans ces cas-là, ben, c'est tout. Vous n'allez pas plus loin si c'est vous qui avez été lésé par ce genre de pratique. Vous n'allez pas plus loin. Mais si on s'en tient à une stricte analyse juridique, d'accord, que se passe-t-il? Vous avez commencé l'exécution d'un travail, d'accord. À partir de là, la relation de contrat de travail a commencé. Il n'y a pas de contrat écrit. Par conséquent, on pourrait très bien légitimement estimer que la personne qui a commencé le travail, pour lequel il n'y a pas eu la rédaction d'un contrat de travail, par conséquent, on sait ce qui se passe ici, par conséquent, c'est un CDI. On ne peut pas dire que c'est une période d'essai, puisque pour qu'il y ait période d'essai, il faut que ce soit inscrit dans le contrat. Par conséquent, si on veut avoir juste une lecture juridique, et c'est ce qu'on vous demande, une lecture juridique de cette situation, vous êtes en contrat et ce n'est pas une période d'essai. À partir de ce moment-là, l'employeur ne peut pas rompre en vous disant au bout des 4 heures, oh, bah non, merci, vous ne correspondez pas, au revoir. S'il veut rompre le contrat, bah, il faudra qu'il passe par
procédure de licenciement, avec, bien sûr, en respectant tous les délais de la procédure et tous les actes de la procédure. Donc, voilà comment on peut l'analyser juridiquement. Relation de travail qui a commencé, pas de contrat, donc contrat CDI, pas de contrat écrit, donc contrat CDI, pas de période d'essai. Pourquoi? Parce que la période d'essai doit être inscrite dans le contrat, et ici, justement, il n'y en a pas. Donc, pas de période d'essai. Par conséquent, vous êtes en CDI, vous n'êtes pas en période d'essai, vous êtes embauché. Voilà juridiquement comment on peut analyser les choses. Maintenant, je suis tout à fait d'accord, parce que je vous vois déjà arriver en me disant, oui, mais monsieur, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Bah, effectivement, oui, je suis d'accord. Mais il faut bien savoir que, imaginons qu'il y a un contrôle, si la personne, voilà, on pense à l'accident sur le lieu de travail, comment ça se passe. On pense aussi à un contrôle, d'accord, de la direction départementale du travail, par exemple, qui viendrait contrôler si tous les salariés sont déclarés. À partir de là, la personne qui n'est pas déclarée, l'employeur, on considère que l'employeur fait du black, d'accord, enfin, prend des ouvriers black, prend des personnes black, d'accord, donc ça s'appelle le travail dissimulé. Et il encourt les peines dont je vous ai donné lecture hier. Alors, si on continue à regarder ce cas, les 4 heures doivent-elles être rémunérées? Ben, évidemment, évidemment, pourquoi elles ne seraient pas rémunérées? Pourquoi d'un côté quelqu'un donnerait quelque chose sans recevoir ce qui est voilà, légitime? Je vous rappelle qu'un contrat, c'est pas forcément écrit d'abord, et qu'il fait naître des obligations des deux côtés. Donc d'un côté, donner la force de travail, et de l'autre côté, en recevoir la rémunération. Donc il est évident que normalement, ces heures devraient être rémunérées. Mais comment il pourrait les rémunérer du coup là, puisque c'est pas déclaré, donc il va les rémunérer au black forcément. Il n'a pas de moyen de les Bah, rémunérer légalement. alors, légalement, normalement, la déclaration doit être faite préalablement à l'embauche, puisqu'on l'appelle déclaration préalable à l'embauche, DPAE. D'accord? Malgré tout, il peut toujours régulariser la situation en déclarant dès le jour même, hein, ou très rapidement, la personne, de façon à pouvoir lui établir une fiche de paye pour 4 heures, et régulariser la situation. Mais elles doivent être rémunérées. Après, libre à lui de payer les cotisations de... La personne doit recevoir sa rémunération. Au moins, déjà ça, on aurait réglé ce problème-là. Après, lui, l'employeur, quant aux déclarations, au paiement des cotisations, c'est, je dirais, son problème. En tout cas, le salarié, lui, Mais doit recevoir la rémunération prévue. on peut faire un Et, contrat d'extra, non, dans ces cas-là, ça existe ça? alors, ce sont des contrats à durée déterminée, d'accord, saisonniers, d'accord. Il rentre dans le cadre effectivement puisque l'hôtellerie et restauration fait partie de ces secteurs où effectivement on autorise, voilà, ces petits contrats qui peuvent être faits sur une soirée, un week-end ou des choses comme ça. Mais ça reste quand même une relation contractuelle de contrat de travail avec les obligations des deux côtés. Parce que de là peut découler plein de soucis. Vous l'avez évoqué, des problèmes d'assurance. Imaginons que vous renversiez une soupe chaude sur un client. Comment ça marche? A priori, normalement, en termes de la responsabilité, vous n'êtes pas responsable, c'est l'employeur qui est responsable, parce que vous êtes son salarié. Or, comment prouver qu'on est salarié? Voilà, il y a le problème est-ce que c'est vraiment mon salarié ou pas mon salarié? Alors après, il y a les, les faits et ce qu'on peut déduire des faits. Je vais juste vous parler. Qu'est-ce qui caractérise une relation de travail? Qu'est-ce qui caractérise une relation de travail? Alors, dites-moi les 3 éléments qui caractérisent une relation de travail, en dehors du fait qu'il y a un contrat écrit. Non, pas le salaire. Ça découle du fait qu'il y ait une relation de contrat de travail, non pas la déclaration. On est plus sur euh, sur des concepts, en fait. Et ça a été mis en application, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire, un échange, non. Même si tout ce que vous dites est vrai, mais ce n'est pas ce que les juges retiennent pour dire, voilà, cette personne est le salarié de telle autre personne. Cette personne est l'employeur, cette personne. Voilà.
exactement, Maxime. Le lien de subordination. Le lien de subordination. Ce lien de subordination, il se traduit par trois phénomènes. Et d'ailleurs, je vous parlerai après de cette histoire, ces deux arrêts de jurisprudence, dont un qui date d'il n'y a pas très longtemps, de l'année dernière. Il faut que vous soyez sous les ordres. Il faut qu'il y ait une sorte de hiérarchie. C'est ça le lien de subordination. Ce qui sous-entend que la personne va vous donner des ordres, va vous donner des directives de travail, ce qui sous-entend aussi que la personne va contrôler votre travail et ce qui sous-entend que la personne a la possibilité de vous sanctionner. Donc ces trois éléments caractérisent la hiérarchie qui elle-même caractérise le lien de subordination. À partir du moment où il y a une relation entre deux personnes où il y a ces trois phénomènes, donc le fait qu'une personne donne des ordres à une autre personne, le fait qu'il y a une possibilité de contrôle, qu'il y a une possibilité de sanction, et qu'il y a cette rémunération, c'est vrai, je l'avais oublié, et qu'il y a une contrepartie. À partir du moment, dans ce cadre-là, et là vous me l'avez donné tout à l'heure, la contrepartie, dans ce cadre-là, c'est un contrat de travail qui lie les deux personnes. Et je vais vous donner un peu, c'est ce qu'a appliqué la Cour de cassation dans un arrêt contre Uber Eats. Vous savez que la relation entre Uber Eats et les personnes que vous voyez sur le trottoir avec leur vélo qui attendent devant les restos pour livrer les repas, elle se base sur une relation de prestataire. C'est-à-dire que les chauffeurs Uber Eats, enfin les chauffeurs Uber et puis les coursiers Uber Eats sont des auto-entrepreneurs qui envoient une facture tous les mois à Uber et Uber, en fonction bien sûr des prestations qu'ils ont réalisées, leur verse le paiement de cette facture. Ici, on est dans une relation d'un fournisseur et d'un client. Uber Eats est le client et le fournisseur, c'est le chauffeur. C'est le livreur. Et une fois, un livreur, parce qu'il n'avait pas répondu à 3 commandes ou parce qu'il y avait eu un souci, je ne sais pas, s'est vu couper son compte Uber Eats. À partir de là, il ne pouvait plus faire de livraison pour Uber, puisque son compte avait été coupé en sanction, en lui disant, voilà, comme vous n'avez pas répondu à 3 fois sur des commandes, votre compte est coupé pendant 15 jours, vous pourrez reprendre votre activité pendant 15 jours. Et ce chauffeur bien embêté, sans doute avec les conseils d'un avocat, a demandé ce qu'il pouvait faire. Et l'avocat a dit, écoutez, moi j'ai une idée, on va dire que vous n'étiez pas un prestataire d'Uber, mais que vous étiez un salarié d'Uber. Et qu'en coupant votre compte, il a procédé à un licenciement. Donc le mec dit, oui, mais moi je ne suis pas salarié. Il dit, oui, moi j'ai prouvé que la relation qu'il y a entre Uber et vous, c'est une relation qui est une relation de contrat de travail. Pour ça, je vais prouver qu'il y a ce lien de subordination, ce qui implique qu'il vous donne des directives, qu'il contrôle ce que vous faites et qu'il sanctionne éventuellement ce que vous faites. Donc, pas très compliqué. On vous donne des directives. Sur votre smartphone, vous recevez bien la notification qu'il faut aller chercher tel repas pour aller le mener là-bas. On vous donne bien des directives. Très bien. Le contrôle, il est assez facile, le chauffeur Uber, à chaque instant, Uber Eats peut savoir où il est sur le trajet. Donc il y a bien un contrôle du travail qui est fait. De plus, les clients, quand ils reçoivent leur repas, peuvent mettre des étoiles, etc., si ça a bien été fait en temps et en heure, si le repas est arrivé complet, blablabla. Donc il y a bien un contrôle qui est fait. Troisième chose, il faut que je prouve qu'il y ait une sanction. Oui, Uber a la possibilité de vous sanctionner, puisque quand vous n'avez pas répondu à 3 appels ou à 3 notifications, votre compte a été coupé pendant 15 jours. En outre, la note que vous donne le client, quand la note est trop basse, plusieurs fois, pareil, on vous envoie plus de notifications. Donc on a bien ici une sanction possible de Uber envers son chauffeur, son livreur. Par conséquent, il y a le problème de la contrepartie, ça c'était évident, d'accord ? Mais ce qu'il fallait réussir à démontrer, c'est ces 3 notions qui amènent à une relation de subordination qui définit le contrat de travail. Par conséquent, monsieur
Et c'est ce que les cours a suivi, la Cour a suivi la demande de l'avocat qui a dit, bah, ce monsieur, il n'est pas, c'est pas un prestataire, c'est pas un auto-entrepreneur qui travaille pour Uber, c'est un salarié d'Uber. Et donc, le fait de lui avoir coupé son compte peut s'assimiler à une rupture du contrat de travail qui aurait dû passer par une procédure de licenciement. Par conséquent, nous allons demander autant Uber. Et Uber a été condamné. Puisqu'on a considéré, les juges ont considéré qu'effectivement, la relation qu'il y avait entre Uber Eats et son livreur, ce n'était pas une relation de prestataire, c'était une relation de contrat de travail. Il n'y avait pas d'écrit, hein, rien du tout. Et donc, a condamné Uber à reprendre la procédure de licenciement et à payer évidemment un certain nombre de choses à ce livreur. Il y avait eu déjà un précédent arrêt il y a 2-3 ans sur la même problématique avec la même démonstration. Alors, j'ai, à la suite de cet arrêt, beaucoup d'articles dit oui, tous les chauffeurs, ben non, tous les chauffeurs ne vont pas demander la requalification de relation en contrat de travail, parce que l'intérêt aussi pour le chauffeur, c'est de faire ses prestations quand il a envie, le soir, le week-end, etc. Donc il ne veut pas forcément. Mais juste sur ce problème-là, de coupure de compte, attention à Uber Eats, parce qu'ils peuvent être sanctionnés par rapport à ça. OK? Voilà la petite histoire d'Uber Eats. Alors, finalement, sur le numéro 8 ici, Nadège est finalement recrutée. Mais le jeudi 14 octobre, donc un peu plus tard, elle est contrainte de ne pas se rendre à son travail pour raison médicale. Quelle démarche initiale doit-elle entreprendre? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, cette brave Nadège? Prévenir son employeur, évidemment, ce sera certainement la première chose, par tout moyen, mais signaler à son employeur donc elle ne pourra pas se rendre au boulot le matin pour des raisons de santé. Ensuite, aller voir un docteur, soit obtenir un certificat médical pour la journée, présenter un justificatif, évidemment, ou soit obtenir un arrêt de travail, qu'elle enverra à son employeur dans les 48 heures qui suivent l'arrêt de travail, ce qui permettra aussi de déclencher les indemnités journalières qui seront dues par la sécurité sociale. Vous savez que le principe, c'est le suivant. Vous êtes malade, vous prévenez votre employeur, c'est la première chose à faire. C'est une obligation. Je vous rappelle que les contrats doivent être effectués de bonne foi. Donc, dans l'intérêt du contrat, il faut absolument prévenir son employeur. Alors, aujourd'hui, on n'a plus trop de soucis quant aux moyens pour prévenir son employeur. SMS, mail, téléphone, enfin, il n'y a plus de raison de tarder à prévenir son employeur. Il faudrait vraiment être coupé du monde pour ne pas prévenir son employeur. Donc, c'est une obligation. Ensuite, vous allez voir votre médecin qui va dire, bon ben voilà, votre état nécessite une journée de congé, enfin une journée où ne nécessite pas d'arrêt. D'accord? Imaginons, moi ça m'est arrivé une fois, je me suis coupé, d'accord, le doigt, et ça nécessitait effectivement des points de suture. Bon, ça ne m'empêchait pas de travailler, mais j'ai bien dû aller chez le médecin qui me recouse et revenir, et pendant ce temps-là, évidemment, je n'étais pas au boulot. D'accord? Mais ça ne nécessitait pas d'arrêt de travail. D'accord? Pour taper sur mon ordinateur, je pouvais taper sans mon pouce, ou même discuter sans l'aide de mon pouce, ça ne demandait pas d'arrêt de travail, ni même d'une journée. Donc, mon médecin m'a simplement fait un certificat médical en disant que voilà, j'étais passé au cabinet et que j'avais nécessité des soins. J'ai remis à mon employeur et pas de souci. Alors, par contre, cette demi-journée, malheureusement, je ne suis pas rémunéré. Deuxième solution, l'arrêt nécessite un arrêt de travail. L'état de la personne nécessite un arrêt de travail. Et dans ce cadre-là, le médecin va rédiger ce qu'on appelle un arrêt de travail. Il estimera lui-même la durée. Ce document qu'il va vous remettre, vous allez l'envoyer à votre employeur. Vous avez 48 heures pour l'envoyer. Il vaut mieux pas tarder, puisque finalement, c'est plutôt pour vous. Ça permet à l'employeur d'effectuer tout de suite les démarches auprès de la sécurité sociale en donnant vos salaires de façon à ce que la sécurité sociale puisse vous payer les jours d'absence. Alors, comment le paiement se passe? La sécurité sociale, dans le cadre général, ne va pas vous payer les 3 premiers jours. C'est ce qu'on appelle le délai de carence. Les 3 premiers jours d'arrêt, malheureusement, ils sont perdus. C'est bien le cadre général. Il y a des dispositions contraires,
et je parle dans le secteur privé. Les 3 premiers jours, vous ne serez pas payé ni par l'employeur, ni par la sécurité sociale. Ensuite, pour les jours suivants, vous recevrez par la sécurité sociale la moitié de votre salaire par jour d'absence, y compris, donc on va définir que chaque journée, vous devez toucher 100 euros par exemple, hein, d'accord, et la sécurité sociale vous versera directement, dans la majorité des cas, les 100 euros qui correspondent à la moitié de votre salaire, y compris le samedi et le dimanche. Des conventions collectives ou des accords d'entreprise peuvent être, comme on le sait, plus protecteurs pour le salarié. Et elles peuvent stipuler que l'employeur doit prendre en charge ce qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire les 3 premiers jours, mais aussi les 50% de salaire manquant par rapport à ce qui vous est versé par la sécurité sociale. Il faut là se référer aux conventions collectives ou aux accords d'entreprise pour savoir quels sont vos droits, évidemment, quand vous êtes malade. Comme l'employeur peut aussi toucher directement ce qu'on appelle les indemnités journalières de sécurité sociale, donc les 50% qui vous sont dus, et lui, vous versez votre salaire de façon normale. Ce sont différentes possibilités et chaque entreprise est différente dans ce cadre-là. Mais au moins, s'il n'y a pas de disposition particulière ou pas de droit plus bénéfique, plus protecteur pour le salarié, le minimum, c'est que vous perdez vos 3 premiers jours. Et le reste, vous êtes payé à hauteur de 50%. Pendant une visite médicale. Excusez-moi. Oui, oui, je vous écoute. Alors, Sur les 50% qui ne sont pas payés, du coup, l'employeur n'est pas obligé d'en payer quand même une partie. Il peut en payer zéro. il peut en payer zéro dans certains cas, oui, bien sûr. D'accord, je croyais qu'il y avait quand même un minimum dans les conventions collectives qu'ils étaient obligés de respecter, en fait. Voilà, vous avez dit, ça dépend de la convention collective. Alors, pour avoir eu le cas une fois dans ma vie, d'accord, pour avoir eu le cas une fois dans ma vie, je crois que j'étais dans la formation professionnelle, je dépendais de la convention collective de la formation professionnelle. L'employeur mettait le complément pour le premier arrêt maladie. Imaginons que 2 mois après, il me semble que c'était comme ça, mais vous voyez comme quoi les dispositions peuvent être totalement différentes. S'il y avait un deuxième arrêt maladie dans les 6 mois ou dans les 3 mois, je ne me souviens plus, à ce moment-là, l'employeur n'avait pas l'obligation de mettre les autres 50%. Donc ici, on dépend vraiment des dispositions de la convention collective. Je sais, par exemple, oui, je vais répondre à la question, mais vous avez raison, Delphine, je vais répondre après à la question de Maxime. Mais là, vraiment, il faut s'attacher à sa convention collective, prendre le temps de la lire quand vous serez salarié, et puis voir ce qu'elle dit. Alors, en général, oui, elles peuvent le dire. Elles peuvent le dire aussi pendant un certain temps. Alors, je sais que dans la métallurgie, puisque j'ai eu des clients en métallurgie, l'employeur doit prendre effectivement les 50 autres pourcents à son compte, mais pendant les 30 premiers jours. Si jamais l'arrêt maladie devait durer plus longtemps, alors il ne le prendrait pas en compte. Donc ici, je vous ai donné la base légale, la Sécu vous verse 50%, vous perdez 3 jours et vous perdez 50% sur les autres. Ça, c'est... Voilà. Après, chaque entreprise est différente. Le complément peut être ou ne peut pas être versé par l'employeur ou sera versé par l'employeur sous certaines conditions. Par exemple, sous condition d'ancienneté. Les 50% seront versés si vous avez plus de 6 mois d'ancienneté. Si vous avez moins de 6 mois d'ancienneté, alors les 50% ne sont pas versés. Donc là, ici, on est vraiment dans des dispositions très propres à chaque entreprise. Ça, c'était pour répondre à une première question. Répondre à la question de Maxime, je vais la répéter, et Delphine avait donné la réponse que je confirme. Quand il y a une visite médicale, d'accord, alors que vous êtes au boulot, hein, d'accord, vous savez, hein, on l'a dit, je crois, dans le cours précédent, que l'employeur a l'obligation de faire passer une visite médicale à chaque nouvelle embauche. D'accord. Alors, a priori, normalement, il doit la faire passer avant la fin de la période d'essai, mais il se peut tout à fait que la date ne dépendant pas de l'employeur, vous soyez convoqué un peu plus tard. Dans les 2, 3 mois, même des fois plus tard, si le service de médecine du travail, parce que ça ne dépend pas de l'employeur, si le service de médecine du travail est débordé, ça peut être reporté. Mais dans tous les cas, si vous êtes convoqué alors que vous devez aller
normalement, alors que vous travaillez, le temps nécessaire à la visite médicale vous est payé par l'employeur parce qu'il est compté comme si vous étiez en train de travailler. Donc, il n'y a pas de jour de congé à prendre, il n'y a pas d'absence, rien du tout. C'est compté comme si c'était bossé. Voilà, Maxime, pour votre question. Y a-t-il d'autres questions? Non? Alors, on va pouvoir passer au cas numéro 5 qui va terminer notre séance. Et on va aller un peu plus sur le terrain du CDD. D'accord? Et ici, euh, on nous dit qu'on est embauché à durée déterminée, donc via un CDD, pour remplacer un salarié malade. Est-ce que le contrat va contenir un terme précis, c'est-à-dire une date, d'accord, ou une durée précise qui nous amènerait à une date irrévocable? Et éventuellement, peut-il être renouvelé? Ici, on est dans le cas. Alors, Ophélie, vous me dites oui. Vous me dites oui à quelle question? Si vous me dites oui à la première, je ne suis pas trop d'accord. Si vous me dites oui à la deuxième, je suis plutôt d'accord. Alors, on ne peut pas dire que le contrat contenir un terme précis. Oui à la deuxième, donc ok, on est d'accord, Ophélie. Puisque à la première, va-t-il contenir un terme précis? Pas non. Il va pas. On ne va pas vous dire, votre contrat se termine le 15 mars prochain. Alors, on pourrait éventuellement dire, mais on mettrait des conditions. Mais il se peut aussi qu'on ne vous donne pas une date, mais un événement. Et que cet événement soit relativement incertain. C'est-à-dire que dans le cadre notamment du remplacement de salariés malades, on peut vous dire, voilà, le contrat a été conclu pour remplacer Madame X qui était diététicienne, par exemple, dans notre service. Euh, il prendra fin au retour de celle-ci. Donc il prendra fin au moment où la personne que vous remplacez revient. Alors, en général, il y a toujours un minimum, c'est la durée du premier arrêt maladie que Madame X va fournir à son employeur en disant bah voilà, je me fais opérer de X, ou bien, enfin, de toute façon, elle n'a même pas à justifier ou à donner les motifs, mais elle peut fournir un arrêt maladie de 1 mois. J'ai absolument besoin d'une diététicienne pendant le mois. Je vais passer par mon exemple, Delphine, et si vraiment vous n'avez toujours pas compris, je reprendrai. Donc, on va prendre mon exemple. Voilà, il y a une diététicienne qui est en place, qui prend un arrêt maladie pendant 1 mois. D'accord? Donc, l'employeur reçoit son arrêt maladie et donc il va être prolongé, enfin, il est d'une durée de 1 mois. Donc, il va reprendre quelqu'un en CDD pour remplacer le salarié malade, ce qui est tout à fait OK au niveau du recours. Et donc, il va dire à la personne, voilà, je vous prends pour 1 mois, mais ce n'est pas forcément sûr, donc il n'y a pas de terme précis. Ça sera jusqu'à ce que la diététicienne que vous remplacez revienne. Si jamais son arrêt devait être prolongé, alors votre contrat sera prolongé dans les mêmes termes. Donc il n'y a pas une fin précise, il n'y a pas une date précise qui lui dit à la fin c'est terminé. Il y a une date probable avec une possibilité de prolongement. Ce contrat, donc voilà, c'est sans terme. En fait, c'est un contrat sans terme précis, puisqu'il n'y a pas de date précise, puisqu'éventuellement, la date peut être décalée. Et ça, c'est plutôt l'événement qui va nous dire c'est la fin du contrat, c'est le retour de la salariée malade. Ici, le contrat peut-il être renouvelé? Oui, alors que le nombre de renouvellements dans un contrat avec un terme précis est limité. Les contrats sans terme précis, le nombre de renouvellements est illimité. Donc on peut renouveler le contrat autant de fois que l'on veut si la personne ne devait pas revenir à chaque fois. Voilà pour les contrats sans terme précis parce qu'on ne sait pas vraiment la date de fin. Alors on a ce type de contrat un peu qui s'appelle des contrats de mission. D'accord, c'est des sortes de CDD. Bon, il y a des particularités, mais dans l'esprit, c'est ça. C'est, imaginons, voilà, je suis une entreprise de bâtiment, je dois construire une maison. J'ai besoin de renfort d'ouvriers. D'accord, je vais recruter une personne et la fin du contrat, ça sera la fin de la construction de la maison. Il n'y a pas un terme précis, c'est fin de construction de la maison, fin de la mission.
Mais je ne peux pas vous dire si elle sera finie dans un mois et 3 jours, dans un mois et 5 jours, dans un mois. Voilà, il se peut qu'il y ait des événements qui fassent que la maison prenne un peu plus de temps pour être construite. On a un peu ce même esprit-là quand on remplace une salariée malade. A priori, c'est plutôt vers cette date-là, mais ça pourra toujours être modifié parce que ça dépend du retour du salarié. Alors, concernant la deuxième question, vous êtes embauché, donc toujours en contrat à durée déterminée, pour un surcroît d'activité. Encore une fois, ici, le recours, il est OK. Pour une durée de 3 mois, donc ici on a un terme précis, hein, quelle sera la durée de votre période d'essai? Alors, première chose, concernant la période d'essai, pour les CDD. Alors, pour CDI, on les a vus, hein, 2 mois, 3 mois et 4 mois renouvelables une fois, donc en fonction que vous soyez employé, pardon, agent de maîtrise de technicien ou bien cadre, 2, 3, 4, donc ça fait 4, 6 et 8 avec le renouvellement. Maintenant, concernant les CDD, le mode de calcul est différent. Quelqu'un a une idée ou je vous explique? 13 jours pour 3 mois. Comment vous avez calculé, Maxime? Donc ici, par connaissance dans ma famille, d'accord. Ok. Alors la règle, c'est la suivante. D'abord, il y a deux règles. Il faut connaître, hein, évidemment. Il y a deux règles qui dépendent de la durée du CDD. Si le CDD fait plus de 6 mois, une règle est applicable. Si le CDD fait moins de 6 mois, une autre règle est applicable. Celle que donne d'ailleurs Aude dans son petit message. La règle pour les CDD de plus de 6 mois, elle est très simple. C'est un mois maximum. L'employeur peut décider que ce soit 15 jours, 3 semaines, 25 jours, mais il ne pourra pas aller au-delà d'une durée maximum de un mois. Donc ça concerne les CDD de plus de 6 mois. Concernant les CDD de moins de 6 mois, c'est une journée par semaine du contrat, bien sûr, sans que ça puisse dépasser 15 jours. Donc ici, si on prend un contrat de 3 mois, je multiplie ça par 4,33 puisqu'il y a en moyenne 4,33 semaines par mois. Ça va nous donner 13. D'accord, 12,99, on peut arrondir à 13. À partir de là, donc ça sera 13 jours. Maxime avait donc raison. Si ça avait été un CDD de 5 mois, 5 fois 4,33, ça fait 21 jours. Ce n'est pas possible, puisqu'on est limité à un maximum de 15 jours. Oui, je répète. Je répète. Donc, on est pour les CDD de moins de 6 mois. D'accord. C'est un jour par semaine de travail. Semaine de travail, on entend donc la durée du contrat. Ici, dans notre cas, on a 3 mois, ce qui correspond à 13 semaines. 3 mois égale 13 semaines. Donc 13 semaines, 13 jours, puisque c'est un jour par semaine. Est-ce que ça, c'est clair? Malgré tout, il y a un maximum. Donc le maximum, c'est 15 jours. Donc je prends par exemple un CDD de 5 mois. Ça correspond à 21 semaines de travail. Je ne peux pas mettre 21 jours. Je serai limité à 15 jours. Un jour par semaine dans la limite de 15 jours. C'est bon pour vous, Delphine? Je crois. Donc, en fait, quand il y a 13 semaines, on peut prolonger que de 13 jours. Et si on se retrouve avec un calcul de 21 jours, c'est forcément bloqué à 15 jours. Voilà, exactement. Alors, ensuite, combien de fois l'employeur peut-il renouveler? Mais attendez, parce que du coup, moi aussi, j'allais dire pareil. Par contre, ça, c'était pour les CDD de moins de 6 mois. Et du coup, Oui. j'ai pas compris de plus de 6 mois non plus. Vous pouvez les répéter Alors, pour 6 mois, la règle, elle est simple, c'est un mois maximum. Il n'y a plus de calcul, c'est un mois maximum. Donc, l'employeur est libre de mettre la durée qu'il veut, la durée de période d'essai qu'il veut, à raison d'un maximum de un mois. À condition que la durée ne dépasse pas un mois.
Donc, maintenant, concernant le renouvellement du contrat de Rien Fadila et la durée maximum d'un contrat à CDD, renouvellement inclus. Donc, on peut renouveler le contrat 2 fois maximum. Renouveler le contrat 2 fois maximum. Et la durée renouvellement inclus d'un CDD est au maximum de 18 mois. Donc, on ne pourrait pas avoir des contrats de 24 mois, par exemple. On ne peut pas vous proposer un CDD de 24 mois. Je répète, le contrat est renouvelable 2 fois. Donc, imaginons, je vous ai pris 3 mois, je renouvelle une fois, je vous reprends 3 mois, donc on est à 6 mois au total. Je vous renouvelle encore une fois pour 3 mois, donc on est à 9 mois au total. C'est bon, on ne peut plus aller plus loin. Je fais un contrat de 1 an. Si je vous le renouvelle 6 mois, je ne peux plus le renouveler une deuxième fois puisqu'on est à maximum 18 mois. Donc la durée maximum est de 18 mois, renouvellement inclus, et on a le droit à 2 renouvellements maximum. Alors, malgré tout, il y a quelques petites exceptions qu'on ne vous demande pas de connaître, hein, d'accord? Moi, je vais un peu plus loin dans vos connaissances, mais si vous ne le retenez pas, c'est pas très grave, mais pour pas que vous vous offusquiez si un jour vous rencontrez un CDD de 24 mois, par exemple. Puisque, je ne sais pas si un jour vous avez eu l'occasion de faire un contrat d'apprentissage, je sais pas moi, vous pourriez faire votre BTS en contrat d'apprentissage, ou en contrat de professionnalisation. Ce sont des CDD, d'accord? Et pourtant, ils sont de 2 ans, de 24 mois. Ce sont des exceptions au principe du 18 mois maximum. Donc, il existe des exceptions, mais pour vous, la règle générale, c'est 18 mois renouvelables 2 fois. Alors, si le CDD devait être renouvelé une fois, par exemple, le deuxième contrat pourrait-il posséder ou contenir une période d'essai? Alors, je crois qu'on a été très clair sur ce principe, hein. Je vous rappelle malgré tout que la période d'essai, c'est une période pendant laquelle, ou qui est destinée à l'évaluation des compétences professionnelles du salarié. Pour le salarié, ça lui permet de savoir si effectivement l'entreprise lui plaît, le boulot lui plaît et lui convient. Pendant cette période d'essai, qui doit être obligatoirement inscrite au contrat et qui doit respecter les durées légales. Pendant cette période d'essai, chacune des deux parties, c'est-à-dire l'employeur ou le salarié, peut rompre le contrat sans avoir à justifier d'un motif. La rupture ne demande que ce qu'on appelle une période de prévenance, c'est-à-dire qu'il faut prévenir quelques jours à l'avance avant que le contrat prenne définitivement fin. La durée de la période de prévenance dépend de la durée déjà passée en entreprise. Voilà, on va être grosso modo entre 24 heures et quelques jours. Hein. Donc, pareil, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les durées par rapport au temps passé déjà dans l'entreprise. C'est inutile, tout simplement, vous devez savoir qu'il y a cette notion de délai de prévenance qui intervient. Voilà, je vous ai tout dit concernant la période d'essai. Si on prend en compte que la période d'essai a pour but de tester les capacités professionnelles du salarié, est-ce qu'il serait logique et légitime de remettre une période d'essai quand le contrat a été renouvelé? Si le contrat est renouvelé, c'est que quelque part la personne correspond au poste. Donc, par conséquent, il n'y a pas de légitimité à insérer dans le deuxième contrat une nouvelle période d'essai, puisque elle serait détournée, clairement. Puisqu'ici, il y a une première période d'essai qui apparemment a été satisfaisante, puisque aucune rupture n'est intervenue pendant cette période d'essai. Le contrat a continué. Le contrat est renouvelé. On peut en déduire que l'employeur a donc a eu le temps de tester les capacités professionnelles du salarié et en est satisfait. Par conséquent, il est impossible, et elle serait réputée non écrite encore une fois, il est impossible de remettre une période d'essai dans un contrat renouvelé. Voilà les éléments de réponse à cette question numéro 2. Concernant la question numéro 3, on est toujours dans le cadre du CDD.
Vous avez conclu 2 CDD successifs, donc il y a eu un renouvellement qui a été effectué, pour surcroît temporaire d'activité. Encore une fois, ici, on vous indique que le recours au CDD, c'est la notion de surcroît d'activité, ce qui est complètement légal. Dans un premier temps, un premier CDD de 12 mois a été signé, et dans un second temps, on vous a donc renouvelé le CDD, mais cette fois-ci pour une durée de 18 mois. Quelles sont les conséquences juridiques possibles de cette situation? On l'a dit, hein, le maximum renouvellement inclus du CDD, c'est 18 mois. Ici, si j'additionne 12 mois pour le premier et 18 mois pour le second CDD, on arrive à une durée totale de 30 mois. Par conséquent, on est au-delà de la durée légale admise. Comment les juges vont éventuellement considérer ou voir cette situation? Ils vont requalifier le deuxième CDD en CDI, tout simplement, puisque on va dire que le CDD, il est pratiquement illégal, puisqu'il a une durée totale supérieure à 18 mois. Par conséquent, on va dire qu'il n'existe pas. Comme il n'y a pas de CDD, on est en CDI. Donc, il y a un risque, un véritable risque pour l'employeur qui ne ferait pas attention à la durée totale du renouvellement inclus du CDD qu'il propose. Si cette durée totale est supérieure à 18 mois, le risque, c'est de voir requalifier la situation en CDI. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça pose un réel problème. Parce que si le litige devait arriver devant un tribunal, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des Lillois ou si c'est Lyon-Paris, je ne me rappelle plus, mais je pense que c'était précédemment, avant les Lillois. Mais je pense que sur Paris, ce sont les mêmes délais. Mais aujourd'hui, le Conseil des prud'hommes, donc, qui est compétent dans ce type de litige, le Conseil des prud'hommes de Lille, en cas de saisine, il y a un délai d'attente de 30 mois. Avant que son affaire puisse être étudiée, il y a un délai d'attente de 30 mois. Covid, surcharge de travail, etc. L'instruction d'un dossier, la saisine, les différentes phases de la procédure, une fois que le juge s'est saisi du dossier en matière prud'homale, il est de 2 voire 6 mois. Donc on risque d'avoir une décision de justice qui ne serait pas prononcée avant 18 mois, si elle était en défaveur de l'employeur. À la fin de mon deuxième CDD, qui a duré 18 mois, donc je décide de saisir le tribunal en disant, monsieur le tribunal, voilà, on m'a pris en CDD une fois 12 mois, une fois 18 mois, l'un étant le renouvellement de l'autre, soit 30 mois au total, c'est illégal, je dois considérer que je suis en CDI et je vais vous demander de requalifier mon contrat en CDI et non pas en CDD. Si le juge fait droit à la demande du salarié, ça veut dire que le contrat a continué pendant toute la période d'attente du jugement, le contrat a continué. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'employeur doit payer le salarié pendant toute la période des 30 mois en attente du jugement, bien sûr si le jugement est en sa défaveur. Et à partir de là, le salarié est tout à fait en droit de réclamer les salaires qui lui sont dus pendant les 30 mois. Donc si le juge décide que c'est un CDI, alors l'employeur devra s'acquitter des 30 mois de salaire. Vous imaginez les conséquences financières que ça peut avoir, ce type d'erreur, cumulé au délai d'instruction d'un tel dossier, au délai de jugement d'un tel dossier, on peut arriver sur des sommes relativement importantes. Donc voilà, ça veut dire, oui, sans chômage, bien sûr, sans chômage non plus, pas évident, pas évident. Parce que vous allez faire une demande auprès du chômage, d'accord, des ACDIC, de Pôle emploi, pardon. Vous pouvez justifier d'une durée de travail qui vous donne droit aux allocations chômage. Vous serez payé de vos 30 mois, alors vous devrez les rembourser par la suite, évidemment, mais vous serez payé pendant vos 30 mois sans aucun problème. Pour l'instant, si le salarié compte, il va demander, il va dire que voilà, il y aura eu rupture par lui, une sorte de démission par un nouveau contrat.
à la date du nouveau contrat. C'est largement jouable. C'est largement jouable. D'ailleurs, j'ai vu une affaire il n'y a pas très longtemps qui était dans ce cadre-là. En fait, il y avait un litige entre l'employeur et l'employé. Et puis, sans qu'aucune procédure, alors le mec il était en CDD, hein, c'était un commis de cuisine, sans qu'aucune procédure ne soit engagée par l'un et par l'autre. En fait, il voulait, le salarié voulait, puisque ça n'allait plus au travail, et puis de toute façon, l'employeur apparemment n'était pas non plus content de lui. Le salarié voulait une rupture conventionnelle. Alors, vous connaissez peut-être ce mode de rupture, d'accord? Les deux sont d'accord pour rompre le contrat de travail. Il n'y a pas forcément une faute qui peut être, ou en tout cas, elle n'est pas caractérisée, ou elle ne peut pas donner lieu à un licenciement. Donc, les deux se mettent d'accord sur une rupture du contrat. C'est une rupture conventionnelle. D'accord. Le contrat est rompu, une indemnité est quand même versée au salarié, et ça n'est ni un licenciement ni une démission, mais ça ouvre droit quand même à Pôle emploi. D'accord. Donc moi, dans ma petite affaire ici, le salarié voulait cette rupture conventionnelle, l'employeur dit non, moi je veux pas te... Il dit, t'as qu'à démissionner. Bah non, je veux pas démissionner parce que si je démissionne, effectivement, je n'ai pas Pôle emploi. D'accord, derrière. Je ne peux pas être indemnisé en cas de démission. Et la situation, c'était, voilà, le salarié n'est jamais reparti au boulot et l'employeur n'a jamais fait aucune démarche. Bah, pendant ce temps-là, le contrat a continué. Le salarié a trouvé un autre poste, un CDD de 3 mois. Il quitte son autre poste et donc veut faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Pôle emploi lui dit, OK, bah, oui, mais sur votre précédent contrat, on n'a pas les documents. On n'a pas de fiche de paye. Pendant un an, il n'y a pas eu de fiche de paye, il n'y a pas eu de rupture de contrat, il n'y a pas eu d'attestation acidique, il n'y a rien. Donc nous, si vous voulez qu'on vous reprenne au titre de Pôle emploi, OK, les 3 mois que vous avez fait en CDD dans un autre resto, mais votre contrat d'avant, il va falloir régler le problème avec votre employeur. Et donc ça s'est terminé devant le tribunal. Euh, et en fait, l'employeur a été reconnu coupable parce qu'il y avait deux, trois petites choses. Et donc, on a fait une rupture au tort de l'employeur. Mais n'empêche que pendant toute la période, il a dû payer les salaires. Donc vous voyez, bon, c'est pas la même histoire, on n'est pas dans le même cas, mais on peut très bien, même repartir au bout, parce que vous n'allez pas rester comme ça sans rien du tout. Si l'employeur ne bouge, là, dans mon cas présent, si l'employeur ne bouge pas, bah, tant pis pour lui, hein. Tant pis pour lui. Alors, regardons notre... Bon, on n'avait pas fini sur ça, donc on avait dit, est-ce qu'il... Ah, si, on avait terminé sur les 18 mois, on est terminé. Donc, le 4, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va se dépêcher, il nous reste 9 petites minutes. Vous avez conclu un CDD pour 3 mois à raison d'un surcroît d'activité, pas de souci. Il a déjà été renouvelé 2 fois pour un montant total de 12 mois. Peut-il vous proposer immédiatement un autre poste? Ben non, hein, c'est cette problématique. Il y a deux conditions, renouvellement 2 fois plus 18 mois. Si l'une des deux est atteinte, c'est tout, on peut plus renouveler le CDD. S'il a déjà été renouvelé 2 fois, on ne peut plus, même s'il n'a pas duré 18 mois. Si l'une des deux conditions est atteinte, on ne peut pas renouveler le CDD. Donc, il ne peut pas lui proposer immédiatement. Par contre, il peut tout à fait lui reproposer un autre CDD en ayant un délai entre le dernier et le prochain, ce qu'on appelle un délai de carence. D'accord. Et ce délai de carence, pareil, il se calcule. Là, par contre, il faudrait peut-être savoir les modalités de calcul. Ici, en l'occurrence, on est dans un CDD qui a duré plus de 14 jours, donc le délai de carence est d'un tiers de la durée du précédent contrat. Donc, le précédent contrat, d'accord, sur la durée totale, renouvellement inclus, il est de 12 mois. Il faudra attendre un tiers de 12 mois, soit 4 mois, avant de pouvoir reproposer un CDD pour le même poste. Est-ce que c'est bon sur ça? Vous avez compris? Donc, le délai entre les deux contrats, il faut qu'il soit de un tiers de la durée du total des contrats précédents. Bien sûr, quand on a atteint cette limite des 18 mois ou bien des renouvellements 2 fois, ou des 2 renouvellements. Donc, imaginons, j'ai fait un CDD de 18 mois, sans renouvellement, d'accord? Mon employeur voudrait me reprendre, mais il veut toujours me garder en CDD.
eh ben, il faudra qu'il attende ici 6 mois avant de pouvoir me reproposer, soit un tiers des 18 mois déjà passés en contrat. Voilà la règle. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, ici, le CDD, il a déjà été renouvelé 2 fois. Hein. Maintenant, sur un poste différent. Sur un poste différent, ce sera un autre contrat. Ce ne sera pas un renouvellement. Donc on peut proposer un autre contrat. Parce que le renouvellement, c'est le même contrat que l'on fait perdurer, que l'on prolonge, que l'on prorogue. Ici, si le contrat est différent, puisque le poste, c'est une des 5 parties essentielles du contrat. Je vous rappelle, hein, c'est l'identité des parties, c'est le poste, c'est la qualification, c'est le salaire, c'est les horaires et c'est le lieu de travail. Ces parties, ici, qui sont les parties minimum d'un contrat. Donc, j'en étais où? Donc oui, si l'une de ces 5 parties est modifiée, ça veut dire que ce n'est pas le même contrat. Par conséquent, pas de problème, on n'est pas dans un renouvellement, on est dans un autre contrat. Donc ici, pas de souci pour pouvoir déroger à la règle. Alors bien sûr, on pourrait se servir de ça pour prolonger des contrats qui n'auraient pas dû être prolongés, simplement en changeant de poste. Alors, dernière chose ici, vous avez conclu un CDD pour remplacer un salarié. Le contrat a duré 3 mois et le salaire mensuel brut est de 1 600 €. Calculez l'indemnité de fin de contrat, la prime de précarité. Alors, qui peut me dire de combien est la prime de précarité? Prime de précarité qui est due pour tout contrat CDD. Alors, à la fin de votre contrat CDD, vous aurez le droit à 2 indemnités. La première indemnité, c'est celle qui vous payez les congés payés que vous avez acquis pendant la durée de votre contrat. On le verra dans un chapitre plus tard, exactement comment ça fonctionne. Mais chaque mois, vous allez acquérir 2,5 jours de congé. Ouais, on est sur cet ordre-là, Maxime. Effectivement, on est plutôt de 10%. Hein. Voilà, exactement, Aude. Donc, là, je ne suis pas en train de vous parler de la prime de précarité, je suis en train de vous parler d'une autre chose qui intervient à la fin du contrat, l'indemnité compensatrice de congés payés, qui va être aussi de 10% des sommes brutes, de la totalité des sommes brutes touchées. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est cette fameuse prime de précarité. La précarité, c'est l'inverse de la sûreté. Voilà, c'est le fait d'avoir des petits contrats. Vous avez le droit, donc les CDD ont droit à cette prime qui est elle aussi de 10% de toutes les sommes qui ont été versées, 10% brut, de toutes les sommes qui ont été versées brutes. Ici, notre salarié il a touché 1 600 € pendant 3 mois, ça nous fait 4 800 € pour la totalité de son contrat. On lui versera un montant équivalent à 4 800 fois 10%, soit 480 €. Bien sûr, c'est un montant brut, il faudra décompter les cotisations sociales, salariales, pour trouver le montant qui ira directement dans sa poche. Voilà, on a fait le tour de nos CDI, CDD. Alors, on a vu beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'on les a répétées plusieurs fois. A priori, je pense que vous devriez, si vous tombiez sur une étude de cas relatif à des problèmes de CDD ou CDI, normalement, largement vous en sortir. Y a-t-il des questions? Pas de questions, c'est clair pour tout le monde? Ben, c'est super. Donc, comme je l'ai dit à l'autre groupe, je pense que d'ici la fin de la semaine, je vous proposerai un quiz, via Kahoot. Donc, comme d'hab, hein, vous aurez une semaine pour le faire. Dès qu'il est en ligne, je vous préviens, ne vous inquiétez pas. Et il servira de notation pour le semestre prochain, d'évaluation de notes pour le semestre. Alors, le QCM Hebdo, c'est votre souci, ça. Hein. D'accord, ça c'est autre chose, c'est que de l'entraînement, c'est pas noté, c'est sur volontariat. Par contre, moi, le Kahoot, ça sera notre évaluation, enfin, ça sera partie de notre évaluation semestrielle. Bon, c'est 10 questions, vous avez une semaine pour le faire, a priori,
un soir, à la place de regarder une série télé, pendant une demi-heure, vous voyez votre cours, vous répondez aux questions. Je pense qu'il y a largement moyen, il n'y aura que sur ce chapitre, oui, effectivement. Il y aura largement moyen de se tirer une bonne note, hein, d'accord. Mais encore une fois, à la limite, oui, il faut des notes, d'accord, il faut des notes, et voilà, faut se situer. Mais se situer à l'examen, ce n'est pas un questionnaire que vous aurez, ce n'est pas un quiz que vous aurez, ce sont de réels cas. Et je ne peux que vous conseiller de bien faire vos TD, d'écouter les corrections et de voir si vous êtes dans le bon ou pas. Non, il n'y aura pas de DM, Maëva. Par contre, vous avez votre BTS blanc et là, c'est pour moi le truc qui doit vous situer. Les notes, on va faire un caout, vous allez tous avoir au moins 15, j'espère, parce qu'il faudra vraiment être, pas avoir du tout vu le chapitre pour avoir moins de 15, d'accord, ou vraiment ne pas l'avoir compris, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, d'accord. Mais vraiment, pour moi, ce qui est le truc qui va être déterminant pour vous, pour savoir où vous en êtes, en tout cas dans ma matière, c'est le BTS à la fin de l'année. Hein. C'est le BTS blanc. D'accord. C'est au mois de mai, juin, quelque chose comme ça. Et c'est le truc de l'année qui va pouvoir vous dire je suis OK ou je suis pas OK. Et il faut le prendre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux. Voilà. Eh bien, écoutez, le prochain cours, je crois que c'est sur la protection sociale. Nous étudierons tout ça jeudi, je crois, ou vendredi, lors de notre prochain cours. Voilà. Allez, je vous dis bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao.